Eh bien, bonsoir à toutes et tous pour cette webconférence de saison sur la vaccination. Donc, la vaccination, c'est pas nouveau puisque ça remonte au XVIIIe siècle avec la vaccination de la variole qui a permis justement la disparition de cette maladie. Et la vaccination est d'actualité puisque la semaine dernière, la campagne de vaccination grippale a débuté en France et qu'on voit bien en regardant par la fenêtre qu'avec le temps automnal, l'humidité, on va être de plus en plus sujet à des infections. Alors pour les patients qui sont traités pour des cancers, des traitements qui peuvent affaiblir le système immunitaire, la vaccination revêt une importance capitale en offrant une barrière protectrice, en réduisant les risques d'infection et en permettant bien évidemment de poursuivre les soins avec une sécurité accrue. Et on l'a vu avec l'actualité de la campagne qui s'est ouverte la semaine dernière, beaucoup de questions sur les réseaux. C'est pour ça qu'avec mon réseau, avec Patient en réseau, nous avons décidé de vous proposer cette webconférence. Alors, nombreuses questions peuvent se poser. On les a eues. Pour qui? Quel vaccin? Pourquoi? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour mes proches? Comment ça se fait en pratique? Et donc, toutes ces questions vont être traitées ce soir grâce à nos experts. Bonsoir. Alors, nous avons d'abord le professeur Marc Michel. Bonsoir, professeur Michel. Bonsoir. Vous êtes chef de service de médecine interne et immunologie clinique à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Merci beaucoup d'être avec nous. Et en deuxième partie, nous serons rejoints par le docteur Emmanuel Lepoul, qui est pharmacien et qui nous expliquera aussi en pratique les nouveaux rôles des pharmaciens. Mais là, il est pour l'instant en train de délivrer des médicaments et il nous rejoindra donc un peu plus tard. Laure, je vais te laisser la parole et je souhaite à tout le monde une super webconférence. Alors, merci beaucoup. Donc, nous, on est absolument ravis pour nos communautés de patients, mon réseau cancer en général, hein, donc, et pour les proches, qu'on fasse le point en fait ce soir. Il y a effectivement beaucoup de questions qui se posent. Je suis diagnostiquée pour un cancer, je vais avoir une chirurgie ou je vais démarrer une immunothérapie ou une chimiothérapie. Qu'est-ce que je dois faire avant? Et puis, si je suis pendant, est-ce que je dois faire un rappel? À quel moment, etc. Et il y a aussi la question de tous les patients dans nos réseaux qui vivent avec des traitements chroniques. Et en fait, on se demande aussi un petit peu comment on va intégrer ces recommandations de vaccination dans notre quotidien de patients. Et l'autre chose qu'on va pouvoir aborder avec vous, c'est donc ce qu'on va faire pour soi-même, essayer de finalement soigner son cancer et se protéger d'autres infections qui pourraient impacter nos traitements et notre santé en général. Éviter des formes graves de telle ou telle maladie comme la grippe, et également finalement quoi dire à nos proches, qu'est-ce qu'on doit mettre en place autour de nous parce qu'on est fragilisé potentiellement par tel ou tel type de traitement. Et ce qui va être bien, c'est que le professeur Marc Michel va aussi nous préciser que tous les traitements n'ont pas le même impact sur notre système immunitaire et donc c'est pas forcément le même niveau de vigilance. Voilà, donc bienvenue pour cette webconférence et donc nous passons tout de suite la parole au professeur qui va nous éclairer. Bonsoir tout le monde, merci Oriane et merci Laure pour cette introduction et cette invitation et la confiance que vous me faites. Plusieurs questions qui sont d'actualité en cette saison sur les cancers. Au passage, je signale que je n'ai pas de lien d'intérêt particulier en lien avec la thématique vaccination avec quelque industriel que ce soit, que je ne suis pas rémunéré. Alors, je vous propose, si vous en êtes d'accord, avant de rentrer dans le vif du sujet, de faire quelques rappels sur les généralités concernant les vaccins. On parle ici de vaccins préventifs, hein, parce que sachez qu'il y a des vaccins curatifs, notamment dans le domaine du cancer. C'est en plein développement, mais c'est un autre sujet qui, je n'en doute pas, sera traité par le réseau à terme. Après ces quelques rappels, je vous propose effectivement de passer en revue quelques questions que sans doute vous vous êtes posées et vous vous posez, à savoir, est-ce que je suis immunodéprimé du fait de mon cancer et ou de mon traitement? Si oui, quelles vaccinations sont recommandées? Il ne s'agit pas d'obliger quiconque à quoi que ce soit lors de ce topo.
Si oui, lesquelles? Encore faut-il qu'elles soient efficaces. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Est-ce qu'elles présentent un risque particulier, ces vaccinations, quand on est traité pour un cancer ou pas? Est-ce qu'elles peuvent interférer avec les traitements du cancer ou pas? Et enfin, à quel moment peut-on et doit-on se faire vacciner lorsqu'on est traité par un cancer? Et cela peut varier en fonction du type de traitement. Et enfin, il ne faut pas négliger cet aspect. Y a-t-il un intérêt à inciter mes proches à se faire vacciner pour mon bien personnel? Alors, ça peut paraître trivial parce que le vaccin, c'est une notion bien connue de la population générale et du grand public, mais on peut quand même rappeler les objectifs parce qu'ils ne sont pas tous équivalents. On peut se vacciner pour prévenir l'apparition d'une maladie qui peut être rare, comme le tétanos, mais suffisamment grave pour justifier une vaccination collective. Le tétanos, le bacille du tétanos ne va pas être éradiqué de la planète, hein, puisqu'il persiste et il survit dans le sol. Donc le but n'est pas l'éradication du bacille, mais de prévenir cette infection qui peut être grave et qui tue 15 à 20 personnes par an en France grâce à cette protection. Donc ça, c'est un intérêt à l'échelon essentiellement individuel, sans viser d'éradication totale de la maladie. Le deuxième objectif des vaccins peut être celui de prévenir la survenue de formes graves d'une infection et parallèlement de réduire la circulation de ce virus, puisque plus les formes sont graves, plus le virus se développe, plus on est contagieux. Ça, c'est typiquement la finalité des vaccins contre la grippe, qui ont une efficacité qui est loin d'être parfaite, et également celle de la vaccination anti-Covid, qui a une efficacité nettement supérieure à celle de la grippe, à celui de la grippe, mais qui, encore une fois, parce que ça c'est une question qui revient souvent chez nos patients, hein, qu'ils aient un cancer ou pas, comment se fait-il, docteur, j'ai été vacciné, mais j'ai attrapé le Covid? Certes, c'est possible, ça n'empêche pas d'avoir du virus qui circule au niveau du nez, des voies aériennes supérieures, de la gorge et que sais-je, mais ça empêche que le virus se développe dans le poumon et que cela envoie le patient en réanimation, ce qui finalement est le but. Donc là, on est sur un intérêt individuel, mais également collectif, parce que plus on vaccine de personnes, moins le virus va circuler. Et puis, plus rarement, l'objectif peut être d'éradiquer définitivement une maladie infectieuse de façon définitive. C'est ce qui s'est passé avec la variole, qui est un exemple vraiment historiquement très parlant, qui s'est presque passé pour la polio, mais la polio, il y a encore des petits foyers épidémiques qui surgissent ça et là dans certains pays. Enfin, moi, quand j'étais enfant, ça ne me rajeunit pas, mais on croisait quand même souvent des jeunes ou des moins jeunes qui avaient des séquelles de polio, qui marchaient avec des chaussures orthopédiques, etc., voire qui étaient en fauteuil roulant. Et grâce à l'essor de cette vaccination, on croise de moins en moins, fort heureusement, ce type de patients. Alors, quels sont les différents types de vaccins, une fois qu'on a vu leurs objectifs? Alors, il y a ce qu'on appelle les vaccins vivants atténués. Donc, un vaccin vivant atténué, c'est que vous prenez l'agent infectieux, qui peut être soit un virus le plus souvent, soit une bactérie, et vous traitez cet agent infectieux, ce microbe, pour en diminuer sa virulence. Donc, ces vaccins vivants atténués, ils sont très efficaces, mais il se trouve qu'ils sont contre-indiqués chez les patients immunodéprimés et notamment chez les patients qui sont traités pour un cancer avec un traitement actif à base notamment de chimiothérapie ou de radiothérapie. Leur système immunitaire est altéré par ces traitements et si on administre ce type de vaccin pendant la période d'immunodépression, on risque de déclencher ce qu'on appelle une maladie vaccinale. C'est-à-dire qu'on vous fait le BCG, vous allez faire une BCGite. Alors, si c'est localisé avec une rougeur au point d'injection, c'est pas très grave, mais si vous faites 40 de fièvre avec la bactérie qui est dans le BCG qui se dissémine, ça peut être vraiment problématique. Donc, j'ai cité là en dessous, en bas à gauche, les vaccins dits vivants atténués qui sont contre-indiqués pour la plupart d'entre vous le temps du traitement et non pas, bien sûr, pour toute la durée de la vie. Donc le BCG, le ROR, rougeole, oreillon
rubéole, mais qui est un vaccin généralement auquel on est exposé pendant l'enfance. La fièvre jaune, donc imaginons que vous soyez en cours de traitement pour un cancer, vous ayez été traité dans les mois qui ont précédé, que vous allez globalement bien, vous avez de la famille, vous voulez aller vous reposer en Côte d'Ivoire, on va vous demander la vaccination de la fièvre jaune qui est obligatoire pour passer la frontière, ben, vous ne pourrez pas la faire. Donc, soit on vous fait un certificat médical circonstancié, soit il faudra un peu décaler votre séjour en Afrique de l'Ouest. Le vaccin de la varicelle également, et le vaccin contre le rotavirus, qui est un vaccin qui est pas trop problématique parce qu'il n'est pas d'utilisation très courante, en tout cas chez l'adulte. À l'autre extrême, on a les vaccins à vecteurs dits inactivés. Alors, le vecteur, ça peut être un virus entier, ça peut être une partie du virus, ça peut être une toxine, par exemple pour le tétanos. Donc, c'est une partie de l'agent infectieux, mais qui est complètement inactivé, qui est inerte, donc qui est inoffensif. Comme c'est moins efficace, moins immunogène, le système immunitaire réagit moins à ce type de vaccin. Souvent, on rajoute un adjuvant qui permet un peu de booster la réponse. Et puis, je les ai séparés parce que c'est comme la révolution de ces dernières années, même s'ils font partie globalement des vaccins dits inactivés, les vaccins à ARN messager, qui ont vraiment été une révolution, et on n'est qu'au début de cette révolution scientifique et médicale. Alors, je me permets, je suis désolé d'insister un peu sur les vaccins ARN messagers qui sont les derniers arrivés dans, on va dire, la généalogie des vaccins. On a entendu beaucoup de choses sur les vaccins ARN, oh là là, mais en fait, c'est notre code génétique, ça va rentrer dans le noyau, est-ce que ça va s'intégrer, etc. Bon, je ne vais pas faire des rappels de biologie, mais juste pour rappeler en fait quelques principes simples. En fait, l'ADN, c'est notre code génétique, c'est dans le noyau de la cellule, ça c'est l'ordinateur avec le logiciel. D'accord ? L'ADN se transforme en ARN messager dans la cellule. L'ARN messager est en dehors du noyau, donc il est en dehors du cœur du réacteur. C'est un espèce de produit intermédiaire entre l'ordinateur et la copie qui sort de l'imprimante. L'ARN messager, c'est l'imprimante. Il reçoit le message de l'ADN, de l'ordinateur, qui va transcrire en protéines, qui est l'équivalent d'un texte sur une feuille. D'accord ? Donc, une fois injecté par voie intramusculaire, cet ARN messager ne va pas du tout interférer avec le patrimoine génétique du patient vacciné, mais va donner lieu à la production d'une protéine, ici en l'occurrence, qu'on appelle la protéine spike, par exemple, pour le virus du Covid, qui va être aussitôt reconnue par le système immunitaire, qui va déclencher toute une batterie d'anticorps et autres cellules qui vont servir de broyeuses à un virus, si tant est que le virus pointe le bout de son nez. Et cette découverte, j'insiste un peu parce que, en dehors du fait qu'elle a permis l'octroi du prix Nobel à ces deux personnes qui ont quand même trimé pendant 25 ans, en tout cas pour la première, Katalin Karikó, dont personne ne croyait on va dire, la pertinence de ses recherches, et puis elle a été aidée par Drew Weissman. Un jour, ils se sont croisés à la photocopieuse avec un café à la main. C'est souvent comme ça que la science progresse, et Weissman lui a donné un petit truc pour faire en sorte que ces ARN messagers ne soient pas dégradés. Donc ça leur a valu le prix Nobel en un temps record. C'est rare d'avoir le prix Nobel de médecine dans les 3 ans suivant une découverte, c'est exceptionnel. Et surtout, pour vous qui êtes aidants, proches, ou qui vous-même avez été ou êtes suivi pour un cancer, c'est une révolution dans la thérapeutique à venir. C'est pour ça que j'insiste un peu. Et on ne compte pas les dizaines et les centaines d'essais en cours actuellement avec la stratégie ARN messager, où en fait on va faire produire dans l'organisme une protéine qui fait partie de la carte d'identité de la tumeur en question pour produire une réponse du système immunitaire vis-à-vis de telle ou telle tumeur. Donc là, on passe de l'ère des vaccins préventifs à l'ère active des vaccins thérapeutiques, et c'est la révolution dans les 5 à 10 ans à venir. Alors, si on revient à des choses un peu plus, on va dire, terre à terre, donc quel est le calendrier vaccinal actuel ? Il n'est pas figé dans le temps, il est évolutif. En vert, vous avez les vaccinations qui sont entre guillemets obligatoires, en tout cas vivement recommandées. La plupart d'entre elles sont réalisées chez l'enfant en bas âge. Donc ça, c'est toutes les petites cases vertes. Et vous voyez que chez l'adulte, finalement, qu'est-ce qui reste ? Si on est une femme enceinte, on conseille pendant la grossesse de refaire des rappels de tétanos, coqueluche, diphtérie. Et puis après, c'est tous les 10 ans chez l'adulte.
Bon, voilà, si ça peut vous rassurer, moi j'étais arrivé à 20 ans entre 2 injections de tétanos, donc heureusement je m'occupe pas trop des rosiers, mais on oublie tous de faire ce type de vaccination qu'on est censé faire tous les 10 ans. Vous voyez que si maintenant on regarde en orange les vaccins qui sont recommandés, mais qui ne font pas partie du calendrier vaccinal officiel, il y a le pneumocoque dont je vais reparler. Là, après 65 ans, donc qu'on ait ou pas un traitement pour un cancer, c'est recommandé. De même que la grippe dans la population générale, au-delà de 65 ans, c'est recommandé, même si on est en bonne santé par ailleurs. Alors, qu'en est-il des patients traités, suivis pour un cancer? Donc, on ne peut pas les mettre tous sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire, si vous avez un nodule de la thyroïde découvert sur une échographie, on vous fait une intervention, on retire le nodule, il faisait 3 cm, il s'avère qu'il était cancéreux, il n'y a pas de traitement complémentaire, c'est un cancer, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un cancer localisé, vous n'êtes pas immunodéprimé, et si vous avez 35 ans, c'est un vrai antécédent, c'est un problème de santé, il va y avoir une surveillance, mais ça n'influe pas sur la vaccination à faire en plus ou en moins. En revanche, si vous avez un cancer gynécologique qui justifie une chimiothérapie séquentielle étalée sur plusieurs mois, là oui, ça va induire une immunosuppression. Donc tout patient traité ou suivi par un cancer n'est pas égal en termes d'immunodépression et de risque accru d'infection sévère. Il faut prendre en compte le type de traitement, les doses, l'âge du patient, ce qu'on appelle les comorbidités. Est-ce que vous avez un traitement pour un cancer et puis vous êtes hypertendu, diabétique et insuffisant respiratoire? Bien sûr, les risques sont cumulés. Donc, c'est autant de facteurs qui influent sur ce risque. Et si vous avez un doute en disant « et moi, est-ce que mon système immunitaire est efficient ou pas ?» Comme on n'a pas de test universel pour dire oui, non, interrogez votre oncologue en disant quid de mon statut, est-ce que je suis considéré comme immunodéprimé ou pas? La deuxième information qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on a de la chimiothérapie, la radiothérapie, on a des voies d'abord, des chambres implantables, des cathéters, on est à risque d'infection pendant la période de traitement. Mais la plupart des infections qui peuvent survenir au cours ou au décours d'une chimiothérapie, notamment du fait de la baisse des globules blancs, en fait, elles ne vont pas être prévenues par des vaccins. Donc, les vaccins, c'est une partie de la prévention. Mais si vous avez une infection qui est partie de la sphère urinaire, par exemple, à ce qu'on appelle le Escherichia coli, et ça passe dans le sang, bah, vous allez avoir 39, il va falloir donner des antibiotiques. Et ça, on n'a pas de vaccin pour le prévenir. Alors, si on fait un petit focus maintenant, ça c'est par analogie avec ce qui a été fait pendant le Covid, où on a dû être très réactif, nous, le corps médical, pour savoir qui était prioritaire, qui était le plus à risque. On n'a jamais eu autant de données générées en si peu de temps. Mais c'est extrapolable, on va dire. C'est pour ça que j'ai pris ça aux autres 2 infections dont je vais parler, à savoir la grippe et le pneumocoque. Donc, étaient considérés au début de la pandémie, mais avec l'essor de la vaccination, comme ultra prioritaires au sein des patients traités pour des cancers pour le vaccin anti-Covid. Les patients qui ont ce qu'on appelle des hémopathies malignes, donc des cancers du sang, entre guillemets, ça peut être les ganglions, ceux qui ont eu une greffe de cellules souches ou de moelle, les patients traités activement donc, pour certaines formes de leucémie ou certaines formes de lymphome. Ceux-là, ils étaient jugés prioritaires. Si on sort de la sphère des cancers hématologiques, les patients qui ont une tumeur dite solide, quel que soit l'organe atteint, sous chimiothérapie, qu'elle soit à visée curatrice ou pas, sont considérés comme immunodéprimés et donc étaient considérés au début de l'arrivée d'émergence des vaccins ARN comme archi-prioritaires pour la vaccination. De même, les patients recevant une radiothérapie pour une tumeur située dans le thorax sur un champ d'irradiation assez large ou des irradiations sur plusieurs, ce qu'on appelle les aires ganglionnaires. Ça peut être à la fois les aisselles, les aires inguinales, etc. Donc une radiothérapie purement isolée sur un seul ganglion, s'il n'y a pas d'autre traitement complémentaire, ne fait pas de vous un patient réellement profondément immunodéprimé. Mais si on a la chimiothérapie répétée et ou une irradiation qui est assez large, là oui, le système immunitaire en prend un coup et vous devenez
à risque d'un certain nombre d'infections et donc prioritaires pour les vaccinations. Donc sur la typologie des patients de droite, c'est à peu près 130 000 patients en France, donc c'est quand même c'est assez conséquent. Les patients qui sont sous traitement hormonal, par exemple pour un cancer du sein, avec les hormonothérapies qui stationnent souvent pendant des années, l'hormonothérapie pose un certain nombre de problèmes et d'effets secondaires, mais n'induit pas une immunodépression. Donc ça n'affaiblit pas le système immunitaire. Alors, une fois qu'on a dit ça, quels sont finalement les vaccins recommandés chez les sujets traités ou suivis pour un cancer et jugés à risque? Encore une fois, ce ne sont pas tous les patients. Les vaccins, donc le vaccin contre le pneumocoque. Le pneumocoque, c'est une bactérie qui est responsable essentiellement de pneumonie parfois grave, plus rarement de méningite ou d'infections qu'on appelle systémiques, enfin septicémie, qui se transmet par voie aérienne. Donc on peut prendre le métro, avoir quelqu'un qui tousse et qui est porteur du pneumocoque et l'attraper, le contracter. Et donc c'est accessible à un vaccin. On fait 2 vaccinations à 2 mois d'intervalle, je ne rentre pas dans les détails, et ensuite un rappel tous les 5 ans. Donc ce vaccin est recommandé actuellement chez tout le monde au-delà de 65 ans, et la plupart des généralistes y sont mis sans problème ces dernières années. Mais il est donc également recommandé chez des patients de moins de 65 ans qui ont un traitement pour un cancer en cours, avec les précisions que je viens de rappeler tout à l'heure en termes de traitement. Ce n'est pas tout traitement. Le deuxième, c'est la grippe. Donc la grippe, comme vous le savez, c'est un virus saisonnier qui mute chaque année. Donc on a des vaccins qui changent tous les ans. On espère dans les années à venir qu'on aura ce qu'on appelle un vaccin pangrippal qui couvrira toutes les souches et qu'on ne sera pas obligé de refaire tous les ans, mais ce n'est pas encore tout à fait au point, même si ça ne serait tardé. Et donc ça, c'est saisonnier. Donc on ne peut pas le faire au mois d'août, le vaccin, parce qu'on ne l'a pas. Il vient d'arriver actuellement là dans les pharmacies. Et notre collègue pharmacien nous en dira peut-être un mot tout à l'heure. Donc ça, c'est une injection à renouveler chaque année pour la même typologie de patients. Et puis le troisième, là il s'agit aussi d'un virus, le troisième agent infectieux vis-à-vis duquel vous devez penser à vous protéger, c'est bien sûr ce qu'on appelle le SARS-CoV-2, qui est le nom générique du virus qui donne le Covid-19. Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais enfin c'est un virus maintenant qui circule activement dans la population générale, qui est devenu, on est passé de la pandémie à l'endémie, même si sa virulence a été atténuée grâce au vaccin notamment. Il peut être susceptible de muter, etc. Donc actuellement, chez les patients considérés comme immunodéprimés et à risque, on recommande un rappel tous les 6 mois, en sachant qu'une infection au Covid dûment authentifiée, il ne s'agit pas de dire j'avais le nez qui coule, je crois que c'était le Covid, il faut faire soit un test antigénique, soit une PCR, parce que rien ne ressemble au Covid qu'un autre virus des voies aériennes. Une infection compte pour une injection de rappel. Le risque est particulièrement accru, si vous voulez le préciser, pour le pneumocoque, si on a donc ce qu'on appelle une hémopathie maligne, un cancer du tissu sanguin, un cancer du poumon et également le cancer du pancréas, mais bien sûr, ce n'est pas à l'exclusion des autres. Alors, on a vu quelles étaient les infections qui pouvaient être prévenues par des vaccins et qui pouvaient être particulièrement graves chez les patients immunodéprimés, donc pneumocoque, grippe et Covid. Je rappelle que la grippe, ça tue en moyenne 1500 personnes en France tous les ans et pas que des sujets de 80 ans. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est efficace? Vous me dites, docteur, qu'il faut que je me fasse vacciner, mais est-ce que ça va marcher? Alors, si on regarde la réponse avec des anticorps, notamment au vaccin Covid, il y a eu des études que je ne vais pas détailler, il y a beaucoup de publications dans la littérature médicale. La réponse est oui. Si on fait le vaccin à distance des traitements, on voit qu'il y a une production d'anticorps qui est relativement comparable à celle d'un patient qui n'a pas de traitement anticancéreux. Et c'est valable pour les patients qui sont sous hormonothérapie, ceux qui vont recevoir une immunothérapie, ceux qui ont reçu avec un certain délai ou qui vont recevoir une chimiothérapie, et pareil pour la radiothérapie. En revanche, de façon notoire, la réponse est nettement altérée si vous recevez ce qu'on appelle une thérapie ciblée, qui cible notamment des cellules du système immunitaire,
tels que les lymphocytes B, par un traitement qui s'appelle le rituximab, par exemple. Ça, c'est plutôt dans les lymphomes, ou des stratégies qui sont émergentes, mais dont vous avez déjà peut-être entendu parler, que sont les CAR-T-cells, et bien sûr un patient qui a une autogreffe, a fortiori une allogreffe. Dans des contextes là particuliers, là, la réponse anticorps, elle est très très faible et très altérée. Donc, si vous vaccinez un patient 15 jours après du rituximab, ça sert à rien en fait. Il faut se donner au moins 6 mois le temps que le système immunitaire se réactive et puisse produire des anticorps. Est-ce qu'il y a un risque accru de réaction ou d'effets secondaires liés au vaccin lorsqu'on est traité pour un cancer? Donc, les vaccins, comme toute intervention médicale potentiellement efficace, il peut toujours y avoir des effets secondaires. Quand je dis souvent aux patients, les seuls médicaments qui ne donnent pas d'effets secondaires sont des médicaments inefficaces. Mais globalement, là aussi, la tolérance au vaccin, elle a été testée chez les patients traités pour des cancers et elle est comparable à celle de la population générale. Donc oui, on peut faire 39 de fièvre le lendemain d'un vaccin avec quelques courbatures, mais pas plus dans ce contexte-là que si on n'a pas de traitement pour un cancer. Il y avait une question qui a été soulevée, qui était, est-ce qu'on ne va pas avoir un risque accru de manifestations inflammatoires ou auto-immunes chez les patients sous immunothérapie? Vous savez que le prix à payer de l'immunothérapie, qui est une des autres évolutions de l'oncologie de ces 10 dernières années, c'est que parfois, c'est très efficace souvent sur la tumeur, mais on peut avoir des réactions inflammatoires dans le tube digestif, des anomalies de la thyroïde, enfin bref, le système immunitaire s'emballe un peu trop parfois et dépasse sa cible. Et donc la question, c'était de savoir si on le stimule en plus avec un vaccin, est-ce que ça ne va pas rajouter de l'huile sur le feu? Alors, on n'a pas beaucoup de données, donc il faut rester prudent. En tout cas, il y a des données disponibles qui avaient été rapportées notamment au Congrès américain d'oncologie il y a 2-3 ans, avec le vaccin de la grippe, qui montrent qu'il n'y avait pas d'exacerbation en termes d'effets secondaires d'immunothérapie chez les patients qui étaient vaccinés juste avant. Donc, plutôt rassurant, mais il faut garder un petit œil là-dessus. Alors, quand se faire vacciner? Le plus tôt est le mieux, c'est un peu une lapalissade. Alors, on ne choisit jamais le moment où on est malade. On choisit encore moins le moment où on a un diagnostic de cancer. Ça, c'est clair. Et selon les types de cancer, on est rarement à 15 jours près, pour être honnête. Mais enfin, si vous avez une leucémie aiguë qui est sévère, vous n'allez pas non plus attendre 3 mois. Donc, le traitement il peut être relativement urgent. Donc, si on a le temps d'attendre au moins 10-15 jours avant le début d'une chimiothérapie, d'une immunothérapie, on fait les vaccins en question, en tout cas les premières doses. Si ça tombe au mois d'août, vous n'allez pas pouvoir faire la grippe parce qu'on est au mois d'août, on n'a pas de vaccin contre la grippe. Donc, on verra ce qu'il en est à l'automne qui suit en termes de possibilités de réponse vaccinale. Donc, s'il y a une chimiothérapie qui est envisagée, qu'on vient d'avoir un diagnostic de cancer, encore une fois, si on se donne 2-3 semaines en amont de la première chimiothérapie, normalement, ça ne pose pas de problème. Si on est en cours de chimiothérapie et que il se trouve que votre médecin vous dit il faut que je vous vaccine contre la grippe, dans ces cas-là, il faut se donner un peu de temps après la dernière cure, au moins 2 à 3 semaines, et ne pas faire un vaccin en plein milieu de ce qu'on appelle l'aplasie, entre guillemets, c'est le creux de la vague des globules blancs qui survient généralement entre 5 et 10 jours après une cure de chimiothérapie. Parce que là, la réponse sera moindre. Si vous êtes traité par immunothérapie, c'est la même chose, idéalement avant, et si le traitement est déjà initié, à distance, le plus à distance de la dernière injection d'immunothérapie. Les vaccins peuvent être faits en même temps, soit 2, plus rarement 3. Quand on en fait 2, on en fait 1 dans chaque bras. Et si on les fait de façon séquentielle, là, pour pouvoir interpréter les réactions au vaccin, on évite d'en faire un le lundi et l'autre le mardi. On se donne 2 semaines d'intervalle si on ne les a pas fait le jour même, en même temps. Bon, voilà le timing des vaccinations. Donc, j'ai pris les 3 vaccins qui nous intéressent. Donc, le vaccin antigrippal, c'est saisonnier. Donc, idéalement avant la chimiothérapie et sinon juste avant la chimiothérapie suivante pour pouvoir espérer une réponse anticorps satisfaisante. Le vaccin antipneumococcique,
on fait la première dose dès que possible. La deuxième dose, ce n'est pas le même vaccin, mais je ne rentre pas dans les détails. Ça, votre pharmacien, votre médecin, de toute façon, vous le dira 2 mois après. Et pour le Covid, pareil, idéalement, avant d'entamer un traitement par radiothérapie et ou chimiothérapie pour ce qui est du rappel. Et puis ensuite, ce qui est recommandé, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, c'est des rappels à 6 mois pour tous les patients dont on juge qu'ils sont plus à risque de forme de Covid sévère. Et pour terminer, donc, faut-il s'intéresser à nos proches en dehors de l'intérêt qu'on leur porte et de l'affection qu'on leur porte? La réponse est oui, et c'est surtout vos proches qui doivent s'intéresser à vous, puisque ce sont des acteurs importants dans la prévention. Et par exemple, un patient qui a une allogreffe de moelle, qui a passé 3 semaines dans une chambre stérile à l'hôpital, vous pouvez lui faire tous les vaccins du monde pendant cette période-là. Je vais rester poli, mais ça ne sert à rien. Et donc, si quand il sort, son mari, sa femme ou son fils tousse et dit oh non, moi ça me saoule de me faire vacciner, j'ai la flemme, c'est un peu dommage parce que tout l'investissement médical et du patient concerné risque de tomber à l'eau et d'être réduit à néant parce que les proches ne sont pas vaccinés et ramènent une infection à la maison. Donc oui, il est vraiment important, plus le patient immunodéprimé, plus la vaccination de l'entourage est importante. Alors c'est quoi l'entourage? C'est qui? C'est une personne qui soit vit sous le même toit, indépendamment des liens de parenté, soit par exemple la nounou qui assure les gardes des enfants à domicile, assistante maternelle, etc. Et puis, bien sûr, l'entourage intermittent, c'est nous, les soignants, et force est de constater qu'on n'est pas toujours optimaux en termes d'exposition au vaccin, et tous les ans, on doit se battre pour convaincre telle ou telle personne dans tel ou tel service en disant si, il faut que tu te vaccines contre la grippe, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les patients. Voilà, donc en conclusion, les messages simples à retenir, c'est que la plupart des patients traités, mais pas tous, ont réellement un risque accru d'infection potentiellement sévère, hein, parce que d'être enrhumé, d'avoir mal à la tête pendant 2 jours, c'est ennuyeux, mais si avec ça, on s'en préoccuperait moins. Et certaines de ces infections potentiellement sévères, dont la grippe, l'infection à pneumocoque et le Covid, peuvent être prévenues par la vaccination. Et donc, il ne faut pas se priver de cet outil. La réponse au vaccin chez les patients traités pour un cancer peut être moindre que celle de la population générale en fonction du moment auquel cette vaccination va être faite, parce qu'on ne va pas arrêter le traitement d'un cancer en cours pour permettre la vaccination. C'est en termes de rapport bénéfice-risque qu'on privilégie le traitement. La tolérance, elle est globalement comparable à celle de la population générale, donc n'ayez pas de crainte d'effets secondaires inattendus, plus importants du fait du traitement de votre cancer. Dialoguez avec votre oncologue, votre médecin généraliste référent pour savoir quelle est la période optimale pour se faire vacciner. Et n'oubliez pas d'impliquer vos proches dans ces mesures préventives. Et quant aux modalités pratiques, je pense qu'on va pouvoir en discuter avec le deuxième orateur, mais je suis bien sûr prêt à répondre à vos questions. Merci de votre attention. Alors, on a eu beaucoup de questions, notamment sur les thérapies ciblées, les patients qui ont des thérapies ciblées à long cours. Du coup, ils vont pas pouvoir se faire vacciner à aucun moment, notamment sur tous ces vaccins atténués dont vous avez parlé. Oui, alors dans thérapie ciblée, il faut connaître la cible en fait. Toutes les thérapies ciblées n'obèrent pas la réponse au vaccin. Alors, il y a tellement de cibles que voilà. Donc, les thérapies ciblées qui posent problème sont les thérapies qui ciblent des cellules du système immunitaire, qu'il s'agisse du lymphocyte B par exemple, qui est une forme de globule blanc qui est très important, ou du plasmocyte. Par exemple, vous avez un myélome. Un myélome, c'est une maladie du plasmocyte qui fabrique de façon aberrante des anticorps qui eux-mêmes peuvent avoir des effets délétères sur l'os ou sur d'autres. Donc, si vous mettez un traitement qui inhibe le plasmocyte, vous allez être incapable de produire des anticorps après un vaccin. Et tant que le traitement continue, cette incapacité va perdurer.
Donc oui, avec certaines thérapies ciblées, mais pas toutes, cette inaptitude à répondre à certains vaccins et cette contre-indication aux vaccins vivants atténués va perdurer. Voilà, donc moi, il m'arrive, enfin là, je vois qu'il y a des questions sur la fièvre jaune. La fièvre jaune, vous faites, si votre médecin, votre oncologue ou votre généraliste fait un certificat en disant mon patient ne peut pas recevoir le vaccin contre la fièvre jaune, normalement, je dis bien normalement, on ne peut pas vous empêcher de rentrer, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, si vous devez y aller pour le loisir ou pour des raisons familiales. Alors, merci beaucoup. Alors, du coup, je profite pour dire qu'il y a un témoignage de Yannick sur cette vaccination fièvre jaune, où elle avait pu faire un certificat, enfin faire un test à l'Institut Pasteur et en fait, elle était encore protégée par son vaccin qui datait d'il y a plusieurs années. Donc, ça peut être aussi une piste au-delà du certificat médical. Mais une question là aussi qui revient parce qu'on a beaucoup de patients qui, j'allais dire, après tel ou tel traitement, éventuellement, vont avoir des zonas qui peuvent vraiment les gêner, les handicaper. Puis ça peut être très douloureux, ça peut laisser des séquelles. Et alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler, est-ce que c'est le même vaccin que celui de la varicelle ou autre ou quoi? Et du coup, est-ce qu'il y a des précautions particulières? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce risque-là qui semble quand même assez fréquent chez les personnes un peu plus âgées, tout ça? Oui, alors merci beaucoup pour la question. Effectivement, le zona, c'est une problématique récurrente. Alors pour rappeler, donc, le zona, c'est le même virus que la varicelle. On attrape la varicelle généralement dans l'enfance ou l'adolescence. En fait, plus tôt on l'attrape, mieux c'est, parce qu'une varicelle, c'est un sujet adulte, ça peut être un peu grave. Le virus, donc on guérit de la varicelle. Le virus, il reste quiescent, donc à l'état latent dans certaines cellules, et il est sous surveillance. D'accord ? Il est en résidence surveillée. Et à un moment donné, parce que notre système immunitaire lève la garde, et c'est essentiellement l'âge, mais ça peut être une chimiothérapie, ça peut être un traitement intercurrent, le virus de la varicelle va réémerger, et dans ces cas-là, il donne un tableau qui ne s'appelle plus la varicelle, qui s'appelle le zona. Zona qui peut être vraiment problématique, parce que c'est pas juste j'ai des boutons. Déjà, on peut avoir beaucoup de boutons, on peut avoir de la fièvre, et puis c'est un virus qui chemine le long des gaines des nerfs, et donc ça peut faire très très mal, et on peut avoir des douleurs pendant des semaines et des mois, même une fois que l'éruption est passée. Donc comment faire en pratique? On ne peut pas choisir, savoir si on a fait la varicelle ou pas quand on était petit, ça on ne choisit pas. Regardez votre carnet de santé, savoir si c'est marqué quelque part. Mais on ne peut pas souhaiter que vous ne l'ayez pas fait, parce que si vous attrapez la varicelle à 40 ans, potentiellement c'est plus grave. Donc on a fait la varicelle, donc c'est fait. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, ce que font les médecins, c'est que dans les traitements pour lesquels on sait qu'il y a un risque accru d'infection varicelle zona, on donne des traitements préventifs, puisqu'on ne peut pas faire le vaccin, même chez les gens qui n'auraient pas fait la varicelle, puisque c'est un vaccin vivant atténué. On ne pourrait pas faire le vaccin contre la varicelle chez un patient sous chimiothérapie, parce qu'il est à risque. Il faut attendre au moins 6 mois à la fin du traitement. Mais on peut donner des traitements, notamment un traitement antiviral qui s'appelle le Zelitrex, qu'on donne en prophylaxie. Donc ça fait partie des traitements dits prophylactiques, comme d'autres patients vont recevoir des dérivés de la pénicilline pour éviter d'attraper le pneumocoque, etc. Donc en complément des vaccins, quand il y a un trou dans la raquette sur le vaccin, on peut donner des traitements préventifs pour éviter soit de nouvelles infections, soit la résurgence d'infections latentes. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous l'avez évoqué durant votre présentation, mais on a quand même quelques questions sur la concomitance des deux vaccins, grippe et Covid. Donc, est-ce que vous pouvez nous redire les recommandations, s'il vous plaît? Alors, mon collègue pharmacien pourra sûrement compléter, mais on peut faire les deux en même temps. Ce n'est pas contre-indiqué. Pour des raisons pratiques, si on veut, nous, ce qu'on fait dans l'hôpital, on fait une espèce de séance de vaccination. Et si on attrape un interne, une infirmière, etc., bon, bah, on se dit on a fait les deux, comme ça, c'est d'une pierre deux coups, c'est fait. Sur le plan purement pratique, ce qui pose problème parfois, c'est que la conservation du vaccin contre le Covid est un peu plus exigeante en termes de température. Et puis, c'est des flacons où il y a 5-6 doses de vaccin. Donc, il ne s'agit pas d'ouvrir un flacon de temps en temps, 5. 6. 5 ou 6. Donc, voilà, il faut avoir
les patients en face de soi. Et on va éviter de jeter des flacons à la poubelle pour avoir vacciné juste une personne. Donc le Covid, ça se prévoit un peu plus à l'avance. Vous ne pouvez pas arriver chez votre généraliste en disant coucou, je voudrais le vaccin contre la grippe et le Covid en même temps, s'il n'a pas été anticipé. Juste, je rebondis j'ai oublié de dire pour la zona, ce qu'il faut, c'est éviter d'être en contact avec des enfants qui ont la varicelle. Parce qu'un enfant qui a la varicelle, qui a un contact rapproché avec sa grand-mère ou sa mère qui est suivie pour un cancer, c'est une bonne façon de déclencher le zona chez le sujet contact. Du coup, voilà, donc sincèrement, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a des messages à porter auprès des patients, mais nous aussi, patients ou familles ou soignants de proximité ou associations de patients, de vraiment dire combien il y a certaines situations où, voilà, c'est pas qu'on veut pas voir les petits-enfants, mais qu'il faut quand même se protéger, faire attention. Et c'est important d'en parler largement pour éviter des situations complexes. Alors là aussi, ça a été quand même expliqué, mais dans la vraie vie, on a énormément de personnes, par exemple, qui sont traitées pour un cancer du poumon avec des thérapies, quelles qu'elles soient, hein, immunothérapie ciblée, etc., de façon assez chronique. Et puis, par exemple, là, ils ont attrapé le Covid il y a 15 jours. Donc, question, est-ce qu'il faut, une fois qu'on est un peu remis, aller faire un autre vaccin? Enfin, est-ce que vous pouvez redire comment faire? Voilà, si je suis en situation chronique, je vais faire un rappel, mais si j'ai un Covid qui a été, j'allais dire, authentifié comme étant un vrai Covid, est-ce que c'est la peine ou pas? Et comment on le notifie, en fait, à qui il faut en parler pour que ça soit, qu'on se sente bien suivi par rapport à ces rappels? Alors, on va dire que chez un sujet non franchement immunodéprimé, si on a un Covid authentifié, il est inutile, voire potentiellement délétère, de faire un vaccin dans les 6 mois. Pour un patient franchement immunodéprimé, on estime que ce délai peut être raccourci à 3 mois. Donc, si quelqu'un qui aurait fait un Covid le 30 septembre devra attendre le 30 décembre avant de faire un rappel Covid. Si on le fait plus tôt, le risque c'est d'avoir une réaction post-vaccinale un peu plus virulente. Parce que là, le système immunitaire, il dit, j'en ai vu un il y a 2 mois, on me refait un truc, ça ressemble au Covid. Donc, il va être un peu en ébullition. Merci. Alors, dernière question et après, on passera aux pharmaciens. Donc, sur le réseau, on a beaucoup de patients et de patientes donc, atteints de cancer du sein, du poumon, colorectal, etc. Et parfois, ils ont une radiothérapie, pas forcément avec un traitement en adjuvant ou voilà. Concomitant, est-ce que dans ce cas-là, il y a une contre-indication ou des recommandations, une situation de précaution à prendre en compte? Bon, alors, c'est difficile de couvrir tous les cas de figure, mais ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a par exemple une chirurgie sur un cancer du sein complétée par une radiothérapie post-opératoire ciblant le siège de la tumeur, alors je ne suis pas oncologue, hein, mais bon, c'est assez standardisé quand même, la dose et le nombre de séances. Normalement, la radiothérapie post-opératoire n'induit pas une immunosuppression, en tout cas durable, etc. Donc, vous n'avez pas un statut de quelqu'un de très fragile sur le plan du système immunitaire parce qu'on a irradié une zone très ciblée. Si c'est un cancer du poumon, là, il faut nuancer parce que la zone d'irradiation est souvent un peu plus large et la pénétration des rayons est plus profonde. Donc là, il faut discuter avec votre radiothérapeute, votre oncologue en disant est-ce que par rapport à la dose que j'ai reçue et le champ d'irradiation, est-ce que c'est susceptible, même si j'ai, on va dire, 45 ans et en bonne santé par ailleurs, hein, induire une immunodépression. Donc ça, c'est un peu au cas par cas. Du coup, c'est une excellente transition parce qu'on va pas pouvoir prendre toutes vos questions et en plus, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à chaque situation tout à fait spécifique parce que vous avez chacun tel ou tel type de cancer, tel ou tel type de traitement, de thérapie ciblée, etc. Il y a une véritable invitation du coup à dialoguer avec votre équipe de soins, votre oncologue spécialiste qui pourra, donc comme l'avait dit le professeur Michel, donc vous dire vous quel est votre niveau de, on va dire, de risque de réduction d'impact sur votre système immunitaire et les meilleures recommandations.
Et du coup, on va faire une transition pour accueillir donc le docteur Emmanuel Lepoul, qui est pharmacien, qui est d'ailleurs devant son comptoir, si je ne me trompe pas. Et merci beaucoup de nous rejoindre, parce que c'est vrai que les pharmaciens travaillant tard, ça nous oblige à décaler nos webconférences un peu plus tard pour vous avoir. Mais ce qui est intéressant avec avec les pharmaciens, c'est que justement, c'est vous qu'on va voir de plus en plus souvent, même autour, pour aller chercher des traitements du cancer et autour de ça sur les vaccinations. Donc déjà, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous dire, les pharmaciens, on savait que vous pouviez vacciner contre la grippe depuis quelques années déjà. Avec l'épidémie de Covid, vous avez fait beaucoup de choses autour des tests puis des vaccins Covid. Tout récemment, donc vous participez à finalement on se mobilise pour une prévention contre les maladies liées au HPV, notamment les cancers liés au HPV, donc cancer du col de l'utérus, mais aussi certains cancers ORL, etc. Comment ça se passe en fait pour vous les pharmaciens, toutes ces nouvelles missions? Est-ce que tous les pharmaciens peuvent le faire? Est-ce que vous avez des formations spécifiques? Comment on peut savoir si on peut aller chez le pharmacien faire ses vaccins? Alors, d'abord, bonsoir à tous. Désolé d'être en retard, mais j'ai commencé la journée par une vaccination et j'ai fini la journée par une vaccination. Voilà, donc on est très, très occupé. Donc, il y a beaucoup de questions dans votre question, Laure, mais je vais y répondre. Donc, c'est vrai que depuis 2017, on a eu l'autorisation et j'étais chanceux d'être dans la région pilote Auvergne-Rhône-Alpes. Il y avait 2 régions en France. L'année d'après, il y avait 4 régions, il me semble. Et la 3e année, il devait y avoir d'autres régions, mais l'État avait donné le feu vert pour l'ensemble de la population des pharmaciens en France pour pouvoir vacciner contre la grippe. Voilà. Il n'y avait pas eu d'incident majeur, il n'y en a pas eu d'ailleurs. Donc, ça nous a donné cette légitimité d'accueillir. Et au-delà même de vacciner, c'est d'encourager les gens à se faire vacciner. C'est autre chose. Hein. C'est une mission qui est à prendre vraiment à cœur et c'est un combat. Alors, à l'époque, c'était plus compliqué parce que nous avions énormément de contraintes. On devait garder les gens 15 minutes sous les yeux. Vous imaginez dans une pharmacie, petite ou grande, avec le flux, c'était compliqué. Donc, les pharmaciens se sont plutôt mobilisés dans les années suivantes. Ça a été un gros succès pour la grippe. Maintenant, on va plutôt se faire vacciner chez le pharmacien contre la grippe et les médecins nous envoient plutôt les patients. D'accord ? On essaye toujours de travailler en interdisciplinarité avec en bonne intelligence avec tous les confrères, bien sûr, les médecins et les infirmiers, les infirmières. Bon, en ce moment, ça bataille un petit peu. Vous avez peut-être entendu qu'on était autorisé à aller vacciner chez les gens maintenant. Voilà, donc ça a créé des tensions. Mais on ne va pas parler des tensions ce soir, on va plutôt parler des points positifs et des ouvertures. Donc effectivement, on s'est fait la main sur la grippe. On s'est bien fait la main. On a monté tous ensemble la couverture vaccinale grippe. Et puis on a eu la possibilité de vacciner dès avril 2020 contre la Covid. Donc là, c'était plutôt un exercice compliqué, dans le sens où, vous vous souvenez tous, et on ne va pas y revenir, la pénurie des doses, les effets d'annonce, la presse, les contraintes liées aux contre-indications ou à des effets secondaires attendus. Donc, c'était compliqué. Mais on est passé au travers de ça. Et là, on recommence les cycles de vaccination Covid. Alors, une réponse déjà, Laure, non, toutes les pharmacies ne vaccinent pas. Et on peut se dire, quand on vaccine, pourquoi les autres ne le font pas? Et il faut tout de suite se dire que ça prend beaucoup de temps. Le professeur Michel a dit justement que la vaccination Covid, c'était sur rendez-vous. Et donc, le rendez-vous, ça se gère avec des afflux d'appels, de visites, des gens qui se désistent, qui reprennent un rendez-vous. Donc, ça demande une logistique importante. Donc, tous les pharmaciens ne peuvent pas le faire. Alors, tout le monde pourrait le faire, mais ça veut dire ne pas faire autre chose. Alors, je reviens, puisque on est avec patients en réseau et Dis-moi Santé, c'est que ça a un coût derrière, parce que le temps que je passe, et vous savez à quel point je suis mobilisé
pour les entretiens onco, même pour alpaguer les gens pour la distribution des kits cancer colorectal et pour donner des informations pour les cancers à tout âge de la vie, ben, là, on est beaucoup moins présent parce que notre temps est capté par la vaccination. Donc, toutes les pharmacies ne le font pas. Je ne vais pas dire ne joue pas le jeu parce que je ne suis pas juge. Moi, je sais qu'on le fait et j'ai la chance. Hein. Il vient de partir d'avoir mon titulaire qui laisse carte blanche pour vacciner. Vraiment, c'est le cas de dire à tour de bras pour le coup. Bras droit, bras gauche, puisqu'on vaccine beaucoup Covid plus grippe. Et on est très étonné du nombre de demandes de vaccination anti-Covid. Bon, par chance, on a un nombre de flacons quasiment illimité. Je pouvais en commander 30 lundi. Je pouvais en commander 20 les autres semaines, donc c'est très facile. Il y a plus qu'à, et donc ça demande encore une fois une grande organisation. Donc beaucoup de monde. On est complet jusqu'à la fin de l'année pour la Covid. C'est inimaginable. Et on a attaqué dès le premier jour, c'est-à-dire dès le 2 octobre, et on a eu la possibilité dans le week-end précédent ce 2 octobre de vacciner grippe plus Covid, avec donc une anticipation, un petit bonus pour les gens qui venaient chercher la double vaccination, d'anticiper la fameuse date du 17 octobre, qui était le début de la campagne antigrippale. Voilà. Les raisons sont simples, elles ont été évoquées par le professeur. Ça évite de faire venir les gens 2 fois. Hein, et puis ça évite d'avoir des doubles listes avec des gens qui prennent aussi des rendez-vous dans plusieurs pharmacies, donc potentiellement qui se désistent. Voilà, donc gros succès. C'est pas tout, parce qu'on vaccine aujourd'hui, on a vacciné pour des rappels DTP, voilà, beaucoup. J'ai vacciné HPV aujourd'hui, hier, voilà, et pour cette vaccination, donc qui vous touche tous, certainement vu vos engagements, c'est vraiment le beau soleil qui arrive, parce que quand on en parlait encore avant qu'on ait le droit, nous, de vacciner les 16 ans et plus, c'était beaucoup de méfiance, beaucoup de mauvaises informations. Donc, on a bataillé, travaillé sur l'information, vous imaginez. Et puis maintenant, ben, on a des parents qui sont un peu plus informés, qui viennent. Alors, les 2 parents sont pas toujours d'accord ou pas également informés, mais on y va petit à petit. On ne force pas, mais on donne toujours une information. Et puis, récemment, on est autorisé à les vacciner dans les collèges. Donc, dans le cadre de la CPTS à laquelle je suis rattaché, on va aller vacciner dans les collèges bientôt dans le coin. Voilà. Alors, vous me demandiez si tout le monde pouvait vacciner, même ceux qui le voulaient. Alors, il ne s'agit pas seulement de le vouloir. Il y a 2 choses. Il y a l'administration des vaccins et la prescription et l'administration des vaccins. L'administration des vaccins, elle peut se faire encore aujourd'hui uniquement sur les vaccins qui sont donc prescrits par un prescripteur. Et donc là, le pharmacien qui a été formé au geste vaccinal peut administrer, en prenant en compte, bien sûr, l'historique du patient, son état actuel pour une infection aiguë, un statut d'immunodépression, la femme enceinte. Hein, on ne va pas rappeler, je ne sais pas ce qu'a dit le professeur Michel, parce que malheureusement, je n'ai pas pu assister, mais il y a les vaccins atténués qu'on ne peut pas nous administrer. Et nous, il faut comprendre en pharmacie, je fais une petite digression, c'est que la mission du pharmacien, il est de venir en aide pour relever les points sur les vaccinations du calendrier. D'accord ? Relever les couvertures. Donc, on ne peut pas faire les vaccins de voyage, par exemple, ça, c'est pas notre rôle. C'est déjà de donner un petit plus sur les vaccinations du calendrier qui sont un peu boudées ou qui sont pas suffisantes, quoi. Voilà. Donc, pour la vaccination, il a fallu se former. Maintenant, pour la prescription qui est possible pour les vaccins du calendrier vaccinal, il y a une autre formation à faire, une formation à compléter, donc plus conséquente. Et puis c'est bien normal parce que c'est très très compliqué la prescription de vaccins, parce que
Il n'y a jamais un cas qui soit un cas d'école. Il n'y a que des cas de rattrapage. Enfin, il n'y a pas que des cas de rattrapage, mais il y a beaucoup. Et puis, en 2 minutes, vous avez à décider quel vaccin vous allez prescrire, faire un bilan. Les gens sont relativement, viennent avec peu d'informations quand même. Des carnets de vaccination qui sont un petit peu troués. Donc, on doit remonter le fil. Voilà. Alors, tous les pharmaciens vont pas le faire, ça, parce que, bon, il y a un enjeu, je vous l'ai dit, de temps de pharmaciens. Et puis, ça a quand même un peu râlé. Je sais pas qui m'écoute, mais que la vaccination, le geste vaccinal sur prescription est à 7,50 et on était granté de 2 € de plus pour la prescription. Et là, pour moi, la prescription, ça peut pas se faire à la légère en 5 secondes, parce que, encore une fois, il faut reprendre tout l'historique patient. Il n'est pas question de mal faire. Voilà. Donc, concrètement, votre serviteur qui est quand même bien mobilisé, je ne suis pas encore formé à la prescription. Alors, je sais comment faire, mais je n'ai pas suivi la formation puisque le décret est tombé fin août, début août, peut-être, si j'ai plus la date en tête, je vous la retrouverai si besoin, et que les organismes de formation n'avaient pas leur formation validée encore par les organismes de tutelle. Donc, on s'est retrouvé dès le lendemain des annonces, à avoir des populations venir, grâce aux médias, nous demander la prescription, alors que nous n'étions même pas autorisés à aller suivre une formation. Voilà. C'est des petits réglages. On y va. Mon titulaire y va bientôt. J'y vais juste après, et on sera très vite capable de prescrire aux populations du calendrier vaccinal les vaccins. Voilà. À partir de 11 ans. Aujourd'hui, je suis autorisé à vacciner 16 ans et plus. Donc important pour le HPV, en tout cas les rattrapages. Et puis à partir de bientôt, on pourra. Quelques pharmaciens doivent être déjà formés à la prescription administration, auquel cas eux ont le droit à 11 ans et plus. Merci. Alors, juste en pratique, moi, je suis une patiente et Oui. j'ai reçu une lettre dans le cadre de la campagne vaccinale qui a débuté, comme vous l'avez rappelé, le 17 octobre. Donc ça, c'est pour les campagnes saisonnières. Je viens avec cette lettre chez le pharmacien et tout est pris en charge. C'est le parcours habituel. Et pour les autres vaccins, donc on a bien compris que vous aurez à terme, sauf pour les vaccins atténués, une possibilité de prescription. Mais pour le moment, ça passe quand même par le médecin traitant, l'oncologue, c'est ça? Alors, si vous avez reçu la lettre de la Sécu, je montrerai juste là. C'est la pile qu'on a faite depuis la semaine dernière, le 17 octobre. Donc, c'est beaucoup. Les gens qui ont reçu le courrier viennent. Les gens qui n'ont pas reçu le courrier et qui sont éligibles au remboursement, on a le droit de remplir des bons vierges. J'ai peut-être un exemple. C'est un bon vierge que l'on remplit en mettant toutes les coordonnées du patient. Voilà. Donc ça, c'est possible. Donc, j'ai répondu, je crois, à la question, bon ou pas. Et les gens qui n'ont pas de bon, ils ne sont pas pris en charge, mais ils sont tout à fait vaccinables. Donc là, on peut les vacciner. Si une décharge, un consentement, mais on peut les vacciner. Donc, vous avez 40 ans, vous êtes en pleine forme, vous n'avez pas de pathologie, vous n'êtes pas en ALD, vous n'avez pas reçu de bon, vous voulez vous faire vacciner, vous allez à la pharmacie, le pharmacien vous vaccine. Ça, c'est possible. Vous êtes éligible au remboursement, vous devez recevoir le bon, vous l'avez pas reçu, le pharmacien le remplit à votre place, à la place du bon que vous n'avez pas reçu, et vous vaccine. Ça, c'est possible. Voilà. Les autres vaccins sont tous pris en charge. Vaccin plus acte vaccinal, pour peu qu'il soit prescrit aujourd'hui, dans mon cas. Dans le cas des confrères qui ont déjà la possibilité de prescrire, alors ils peuvent le prescrire et c'est pris en charge. La prescription, donc le produit en tout cas en l'état, donc la consultation si vous voulez de prescription, hein, puisque beaucoup de gens vont, ils payent chez le médecin pour avoir cette prescription et cette j'ai une mise à jour du carnet de vaccination, oui, c'est ça. Et puis donc le geste vaccinal sera pris en charge en pharmacie. Oui.
Moi, j'ai une question aussi d'ordre pratique et un peu digital, c'est que souvent, sincèrement, on se perd un peu entre mais quand est-ce qu'on a fait justement ce fameux vaccin ou le rappel du T-polio et puis maintenant là j'ai un cancer et puis là maintenant on me dit qu'il faut que je fasse le pneumocoque et la grippe et le Covid et tout ça. On s'y perd un peu. Est-ce que dans les outils comme le DMP par exemple que certains d'entre nous découvrent ou où on s'y intéresse un petit peu plus, est-ce que vous retrouvez ce qu'on a reçu il y a quelque temps et en tout cas est-ce que tous les vaccins que vous faites aujourd'hui sont bien que je le reçoive à l'hôpital parce que mon oncologue m'a dit non, mais nous, on va le faire là, ou que je le fasse en officine. Est-ce qu'on va retrouver toutes ces informations parce qu'en fait, si on compte que sur la mémoire des patients, c'est pas toujours suffisant. Alors, c'est bien pour ça que je m'étais en garde, en tout cas, je m'étais en garde. Je disais que la prescription, c'est pas une affaire facile parce que les informations sont éparses. Elles sont éparses dans les mémoires, elles sont éparses dans les documents. Et puis, on n'a pas un historique dans le DMP. Non, il n'y en a pas. On peut avoir quelque chose d'assez récent, mais on n'a pas l'histoire de la personne, l'histoire vaccinale de la personne. Elle n'existe que sur des morceaux de papier. Alors, faut être positif. À partir de maintenant, sur ces deux campagnes, Covid et grippe, et même sur les autres vaccins, maintenant, les informations sont poussées sur le DMP et sur mon espace santé. Voilà. Donc, on a des prompts. Alors, ça nous prend beaucoup de temps parce qu'on doit déclarer le vaccin à un endroit, le déclarer à un autre. On a des papiers à sortir. Ça prend du temps. Hein, c'est très, très consommateur. Mais les informations grippe et Covid, à tout le moins, sont poussées sur ces espaces-là. Et ça reste compliqué pour établir le carnet de personnes qui ne savent pas. Et donc là, le pharmacien aura vraiment un rôle compliqué et il doit être formé, encore une fois, pour bien comprendre les cadres de rattrapage. Hein, parce que quand c'est classique, c'est facile, mais quand il y a eu des décalages, il y a beaucoup, beaucoup de décalages dans ce qu'on peut voir ici. Même quand on nous donne de toute façon une prescription d'un médecin, on doit vérifier que la prescription est juste. Hein, ça vaut pour tout produit. Hein, d'accord ? Donc, c'est casse-tête. Mais c'est intéressant. Et de là, on verra comment les couvertures aussi pour ces autres valences, ou maladies en tout cas, montent grâce aux pharmaciens, entre autres. Alors, merci beaucoup. On a vu qu'effectivement, il y avait des situations qui étaient très diverses en fonction des traitements qu'on reçoit, du cancer qu'on a, etc. Et que c'était quand même largement facilité, notamment l'accès dans les déserts médicaux ou même en ville par le pharmacien. Et tout ça est en train de se mettre en place. Donc, merci beaucoup, Dr Lepoul, pour ce témoignage et ce partage d'expérience. On vous fera revenir dans un an pour voir si on a gagné en fluidité sur le parcours. Est-ce que le professeur Michel, vous accepteriez de nous dire un mot de la fin sur cette conférence? Un mot de la fin, écoutez, ce que je voudrais dire aux patients qui nous suivent là, qui sont traités par divers traitements pour divers cancers, c'est la priorité, c'est le traitement de votre cancer qui soit le plus efficace possible. Et c'est bien sûr tout ce qu'on souhaite. Mais ne négligez pas les vaccinations et ne laissez pas un virus de passage impacter sur l'efficacité et la conduite du traitement de votre cancer. Ça serait vraiment dommage. Donc, on a la chance d'être dans un pays où les choses nous sont facilitées. Donc voilà, ne vous privez pas de cette prévention pour éviter des aléas d'une infection qui parfois peut être assez sévère. Merci de votre attention. Laure, peut-être que tu veux aussi dire quelque chose pour les gens du réseau? Alors, oui. Donc, moi, je pense déjà que cette webconférence va être extrêmement utile en replay, à la fois pour cette saison qui démarre de vaccination, mais plus largement, parce que c'est finalement des questions un peu récurrentes et que
on y répond à beaucoup de questions. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est soyons prudents pour nous-mêmes parce que c'est trop dommage que ça impacte nos traitements et que ça reporte ou que ça nous fragilise. Enfin, tout simplement, ça nous rend vraiment malades, quoi. Donc, on voit dans l'association, on se fait beaucoup de soucis quand les uns ou les autres attrapent tel ou tel virus ou ont tel ou tel souci. Donc, prenons, comme vous disiez, prenons ces informations pour nous faire vacciner ou faire les rappels au bon moment. Je crois qu'il y a aussi ce message autour de nos proches. Du coup, ma question aussi, c'est à rediscuter avec votre équipe, mais dans certaines situations, les fameux gestes barrières qu'on a un peu laissés de côté, hein, parce que maintenant qu'on a les outils, on en parle moins, mais c'est quand même parfois utile d'être prudent quand même à cette saison, dans les transports en commun, donc pourquoi pas ressortir quelques masques, en tout cas être vigilant sur tout ça, c'est quand même assez efficace, hein, les gestes barrières, donc pas toujours agréable parce que ça nous fait sortir un peu du lot quand on n'a pas tous des masques sur le nez, mais dans certaines situations, ça peut être aussi quelque chose à discuter avec votre équipe. Et puis cette question des proches autour de nous, c'est pas une contrainte qu'on leur impose, hein, c'est une façon de nous aider à certains moments où on est fragile. Donc voilà, c'est une façon d'être ensemble. Donc voilà. Donc, je passe la parole à Emmanuel pour un mot de la fin aussi du côté du pharmacien. Voilà, le pharmacien qui vaccine aussi, comme je disais, pour les autres pharmacies qui ne vaccinent pas. Donc, ça ramène aussi un flux supplémentaire de personnes qu'on ne reverra plus derrière, puisqu'ils retourneront chez leur pharmacien. Mais c'est de bonne guerre, il faut bien que quelqu'un vaccine. Je me disais que je devais vous dire que ce temps qui peut être de 5 minutes ou de 10 minutes quand on a une double vaccination est fondamental pour faire le tour de l'état de santé, pour prendre des informations qu'on n'aurait pas. C'est un temps bonheur parce que on est vraiment avec le patient dans un espace bien sûr clos et il se passe des choses, des petites choses, des grandes choses. Et donc pour les questions de nutrition, pour les questions de calendrier vaccinal, puisque là, on en profite, pour des questions de traitement, pour des questions de compatibilité, pour des questions d'immunodépression, pour des questions cancéro. Voilà, c'est vraiment un temps très apprécié par ceux qui vaccinent. Et c'est très apprécié par les patients qui nous le rendent bien, parce que bon, c'est facile, ceux qui viennent se vacciner contre la Covid, ils sont volontaires. Donc là, on ne se retrouve pas dans des conditions comme avant, où les gens étaient un peu forcés de venir. Mais là, c'est vraiment un temps tout à fait satisfaisant et valorisant pour le pharmacien. Et qui n'est pas juste un temps de vaccination, qui est un temps d'information. Donc, on va glisser des informations sur les préventions. Voilà, les grands moments de prévention de vie, c'est ça qu'il faut faire. Donc, il faut l'utiliser pour ça. Voilà. Je vous remercie et puis rendez-vous l'année prochaine pour les chiffres. Alors, parfait. Alors, un immense merci à nos deux orateurs qui ont fait ça en plus de leur journée. Donc, on va les libérer. Merci à tous les gens qui étaient présents, à vos nombreuses questions. Je vous rappelle que LINK, c'est le programme transverse de patients en réseau et de 10 mois santé sur lesquels on répond à des questions transverses et que chaque mois, nous avons chaque mois dédié, nous avons des thématiques spécifiques et que novembre est le mois dédié à la sensibilisation des cancers du poumon. Et donc, nous allons avoir 4 webconférences. Donc, restez connectés. Si ça vous intéresse, il y a 4 webconférences spécifiques sur les cancers du poumon. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et je vous remercie encore.